20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est dans un instant. Enquête sur le protocole de Rebus. L'arrêt des auditions peut être un moyen de mieux préparer le dossier. Déclaration de maître Abdoulaye Babou. L'avocat pense en outre qu'avec 2 non-lieux qui ont été accordés, Idrissa Seck a des chances de sortir indemne de cette histoire. Pékin a vibré au rythme du Conseil des ministres décentralisé. Les besoins de la région de Dakar estimés à 1800 milliards, un budget revu à la hausse après le Conseil interministériel du Rufisque qui l'avait évalué à 800 milliards de nos francs. Des précisions avec nos reporters qui seront en ligne avec nous au cours de cette édition. Pour une meilleure gestion des réserves de pétrole et de gaz découvertes au large des côtes sénégalaises, pouvoirs publics, parlementaires et acteurs de la société civile s'engagent au cours d'un atelier d'apprentissage qui les a réunis. Les différentes parties prenantes ont été informées sur les conditions d'exploitation de ces gisements. Les détails dans un instant. Et puis, 1776 cas de viol déclarés en 6 mois, des chiffres alarmants et qui inquiètent l'association des juristes sénégalaises. Elles veulent y mettre un terme. La JS nous fera le point. Ce sera avant la fin de cette édition et dans le dossier du jour. Enfin, l'invité du 20h est le docteur Bakary Samb, enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre tout de suite, plutôt par Mamadou Ibrakan. Une interview à suivre tout de suite après ce journal. Bonsoir à tous. Sitôt annoncé, sitôt suspendu, les auditions sur le protocole de Rebus font néanmoins couler beaucoup d'encre. Nombreux sont les Sénégalais qui veulent être édifiés sur ce retournement soudain de situation, même si certains pensent que cette question devrait être enterrée à jamais. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dien à la rencontre des Sénégalais dans ce reportage. L'enquête sur le protocole de Rebus a été arrêtée. Les auditions suspendues aussitôt après leur annonce. Pour Mamadou Gueye, cette enquête ne devrait même pas être enclenchée, car cela n'aboutirait à rien. Il n'y aura pas un aboutissement dans l'enquête, parce que les fonds politiques ne sont pas contrôlés. Donc comment alors la justice peut contrôler alors quelque chose qui n'est pas contrôlable? Donc je pense que l'enquête n'allait aboutir à rien. Selon lui, c'est la justice sénégalaise qui manque d'indépendance. Il existe toujours une mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Parce que l'exécutif met la main sur la justice, donc il faudrait la séparation des pouvoirs, donc que les Sénégalais quand même... Il trouve qu'il y a une mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Voilà, sur le judiciaire. Il n'y a pas une séparation. Donc, depuis Senghor jusqu'à Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est l'exécutif qui dirige la justice. Donc, la justice n'est pas indépendante. Pourtant, ce chauffeur de taxi émet l'avis contraire. La justice sénégalaise est indépendante et cette enquête va se poursuivre. li ma xam daal am na séparation du pouvoir au Sénégal fi ñu toll daal nit ñi ñu ngi dox bu baax nit ñaa ngi liggéey bu baax nit ñaa ngi tegu ci yoon parce que réew lu koy doxal mooy lépp luy caaxaan nga dindi ko ci réew mi te képp ku ko def man mii chauffeur taxi ab ministre ñëwul ñëw fekk ma fii tooñ ma boobu bu ñu demee ci yoon dañu koy àtt ci dëgg wóolu naa ko bu baax a baax justice bu indépendante la. Ce que l'on peut retenir est que pour cette enquête, les choses s'arrêtent de la même manière qu'elles avaient été lancées, avant même que les personnes concernées n'aient le temps de déférer à leur convocation. Et nous restons avec cette affaire dite de protocole de Rebus qui alimente la polémique. Maître Abdoulaye Babou pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Selon l'avocat, le procureur peut tout simplement reporter les auditions pour mieux préparer le dossier d'enquête. Toutefois, l'expert ajoute qu'avec 2 non-lieux qui lui ont été attribués, Idrissa Seck a toutes les chances de se sortir indemne de cette affaire. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatidien et Diafaraba. Les auditions programmées ont été reportées sine die. En droit, il n'y a aucun problème. Monsieur le procureur de la République, comme on dit, a l'opportunité des poursuites. Il est en train de chercher. La loi lui permet d'entendre et de faire entendre qui il veut dans ce cadre. Ça, c'est l'aspect juridique. Par contre, si c'est le motif politique
qui est avéré, comme ça a été avancé par la presse, moi je dis que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de mettre un frein alors, à cette énième affaire. En droit, je suis d'avis que la poursuite de l'affaire du protocole de Rebeuss ne peut pas aboutir. M. Idrissa Seck a d'abord bénéficié de 2 non-lieux. J'étais à l'Assemblée nationale lorsque sa mise en accusation a été votée pour détournement de deniers publics. À la une de l'actualité politique, direction Pékin pour prendre tout de suite des nouvelles du Conseil des ministres décentralisé qui s'y est tenu ce mercredi. Avec nous en ligne Mame Biram Diouf. Mame Biram, bonsoir. Oui, bonsoir Sarah. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier Conseil des ministres décentralisé dans la région de Dakar? Merci Sarah. Voilà, donc après plus de 8 tours d'horloge, on va le dire, le chef de l'État est sorti donc de ce Conseil des ministres rassuré, mais avec beaucoup d'informations à livrer donc aux populations. C'est ainsi qu'il a annoncé ce chiffre donc qui a été revu à la hausse. Il s'agit de l'investissement en matière de besoins concernant les régions après ce tour de ces conseils des ministres donc, au Sénégal. 4 600 milliards différents des 2873 milliards arrêtés en fin août 2015. Et pour la région de Dakar, donc ça porte maintenant à 1800 milliards différents également des 823 milliards annoncés hier par le porte-parole du gouvernement, et le taux d'exécution également qui change puisque c'était à 55% en août 2015, maintenant c'est à 71%. Et le chef de l'État qui précise que sur les 4 600 milliards nécessaires pour tout le pays, il y a donc 123 milliards qui sont à chercher. Et pour revenir sur d'autres annonces faites par le chef de l'État qui a annoncé sa décision ferme de protéger la zone des Niayes ainsi que la forêt classée de Mbao, ainsi construire un domaine agricole communautaire dans la zone de Sangalkam avec un montant de 4,6 milliards, ce qui va permettre de créer plus de 2000 emplois. Et à Saint-Louis également, une délégation du gouvernement qui demain sera sur place pour s'enquérir de la situation au niveau de Gourkoumbac, zone qui a été donc touchée par la fureur des vagues, créant des populations sinistrées. Autre grande annonce forte donc du chef de l'État, Sarah, c'est le stade Assane Diouf qui va être livré à la jeunesse. Donc ce sera un retour donc pour la jeunesse avec un montant de 20 milliards concernant la construction de ce nouveau stade. D'autres annonces donc que nous pouvons toujours retenir, c'est par rapport à ce montant qui va être décaissé, 848 millions pour l'île de Gorée, avec donc toujours cette décision de protéger la zone de Gorée avec également l'extension du réseau. Et pour finir, nous nous arrêterons à ces créations de ce complexe administratif au niveau de Pikine et de Guédiawaye, ce qui va permettre bien sûr de sortir ces populations de ce zone dortoir qualifiée dans cette banlieue dakaroise. Voilà donc Sarah, nous reviendrons largement sur les conclusions de ces travaux, d'autres inaugurations et lancement de projets qu'attend le chef de l'État dès demain. Mame Biram Diouf, merci pour ce compte rendu. Et puis sachez qu'au cours de son séjour en banlieue, le chef de l'État va inaugurer la 3e section de la voie de dégagement nord, plus connue sous le nom de VDN. Le tronçon relie Guédiawaye à la commune de Tivaouane Peulh, mais sa construction ne séduit pas encore ses futurs bénéficiaires et pour cause. Entre espoir et crainte, ces derniers nous expliquent pourquoi au micro de nos correspondants Salisso Asmalik Diop. La VDN 3, une route de 17 km, un coût de 112 milliards, une inauguration prévue, une infrastructure routière aux 1001 soucis. Aujourd'hui, cette bande est pratiquement disparue. En tout cas, en face de nous, vous ne voyez plus de bande. Par contre, le sable va continuer à s'amasser derrière la VDN. Et je suppose que des dispositions sont prises pour prendre en charge cet apport de sable qui va continuer à s'amasser et qui pourrait un jour peut-être engloutir la VDN. Nous avons des inquiétudes aussi pour l'avenir par rapport aux aménagements qui se font sur la bande de Filao liés aux inondations. La chaussée va de Guédiawaye à Tivaouane Peulh en passant par Malika. L'édile de la dite commune, lui, s'en réjouit. L'impact, les retombées de la VDN, pour le moment, sont incommensurables. Ne serait-ce que par son passage, Malika va devenir une ville nouvelle qui doit posséder toutes les fonctionnalités de la ville moderne en matière d'infrastructure. La VDN, voie de dégagement nord 2, est en chantier.
c'est l'axe Guédiawaye-Cambérène. La route longe le littoral, ce au grand regret des défenseurs de la nature et des personnes affectées par le projet. Et puis le chef de l'État, également très attendu à Malika. Dans cette zone, la question autour de l'assainissement se pose avec acuité. De la décharge à ciel ouvert, Mbebus, avec près de 475 000 tonnes d'ordures déversées par an. Mbebus est considéré par le maire de Malika comme une priorité absolue et pour cela, l'autorité fonde beaucoup d'espoir sur la visite du chef de l'État au sein de sa commune, même s'il reconnaît que des actes ont été posés. Mortala Gadiaga est maire de Malika. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de nos correspondants, Salif Sow, Asmalik Diop. La décharge de Mbebus existe depuis 40 ans. C'est des milliers de tonnes d'ordures qui sont transportées de Dakar vers Malika. La décharge est sauvage. Cette décharge n'est plus un tas d'ordures. C'est une mine de matières premières à partir desquelles on peut avoir de l'énergie. De sorte que nous allons inviter le président de la République à nous mettre en rapport avec des bailleurs qui vont transformer cette mine en produits recyclés, donner une nouvelle vie à ces produits qu'on a jetés en ordure. Il y a eu un projet du Comité national de lutte contre les inondations. Ce projet avait été mal décliné parce qu'il n'y avait pas d'étude d'impact préalable. Puisqu'il n'y avait pas d'étude, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Il y a eu des catastrophes économiques et sociales. Alors, pour réparer cela, une nouvelle structure a été mise sur pied qu'on appelle le projet de gestion des eaux pluviales. Il faudrait que ce projet-là, alors, vienne à solutionner les dégâts qui avaient été produits et nous mettre sur une nouvelle rampe pour lutter contre ces inondations anthropiques. Et puis, nous continuons de parler de ces conseils des ministres décentralisés. Une des innovations majeures, il faut le rappeler, en termes de gouvernance, sous l'ère Macky Sall. La banlieue de Dakar, vous le savez, constitue la dernière étape de ces conseils initiés par le chef de l'État dès son accession à la magistrature suprême. Une occasion saisie par la rédaction TFM pour évaluer l'impact de cette initiative sur le développement des régions. À Thiès, il y a 2 ans, plus de 247 milliards devaient être injectés en faveur d'un programme de développement, mais jusqu'ici, pas grand-chose selon les citoyens interrogés. Ils réclament d'ailleurs l'achèvement des chantiers de Thiès. Thiès, la cité du rail, attend toujours la concrétisation des promesses du chef de l'État. Promesses tenues à l'occasion du Conseil des ministres décentralisé. Il fallait, après 2 conseils des ministres décentralisés, faire une petite évaluation, aller dans le sens de la concrétisation des promesses et avancer petit à petit. Je pense que c'était la démarche. En ce qui concerne Thiès, des milliards ont été promis, mais il y a la problématique des chantiers de Thiès qui est toujours là. Il fallait d'abord régler cette question-là avant de faire de nouvelles promesses. C'est un conseil des ministres pour évaluer à long terme ce qui doit, par exemple, développer la ville de Thiès. C'est un programme à long terme, en commençant par des réalisations, etc. etc. Mais ce n'est pas parce que l'argent est là et disponible, on prend l'argent, non, c'est pas ça. Le président de la République a de la volonté et que si Dieu lui prête exactement longue vie, je sais que tout ce qu'il avait promis à Thiès, si Dieu lui prête la longue vie, ça va se réaliser. Les chantiers de Thiès sont toujours à l'ordre du jour. Dans la capitale du rail, les présidents Wade et Macky Sall avaient promis de les achever. Mais tout est resté à l'état et c'est l'inquiétude chez les populations. L'appel que je lance au gouvernement, c'est vraiment d'achever définitivement ces chantiers-là pour que cette page soit définitivement tournée, pour qu'on aille maintenant dans le sens de créer d'autres infrastructures. Nous faisons confiance au président aussi de la République, que vraiment les promesses vont se réaliser. Thiès est dans une phase de développement qui peut permettre exactement au président de la République de terminer non seulement les chantiers de Thiès et de réaliser exactement ce qu'il avait promis exactement aux Thiessois. Le chemin d'affaires est en crise. Les Thiessois interpellent le gouvernement pour des solutions urgentes. Le financement des programmes de développement s'impose selon eux.
Et à l'instar des Thiessois, les Ziguinchorois dressent un bilan mitigé du Conseil des ministres décentralisé que leur ville avait abrité en 2012. Le gouvernement avait promis d'injecter 360 milliards au profit du développement de la région, mais 4 ans après, on assiste à un démarrage timide des projets annoncés. Boubacar Diassi. 4 ans après le Conseil des ministres délocalisé à Ziguinchor, les Ziguinchorois apprécient la promesse de Macky Sall de faire de la Casamance le pôle expérimental des politiques publiques, dont le réceptacle est le projet pôle de développement de la Casamance PPDC. Pour ce conseil-là, en tout cas pour les Ziguinchorois que nous sommes, nous avions cru au chef de l'État, nous avions eu beaucoup d'espoir par rapport à ça, pensant que ce serait justement une porte de développement pour la Casamance. Malheureusement, il faut dire que tout ce qu'il avait promis en termes de milliards, jusqu'ici nous n'avons pas vu grand-chose. Du point de vue concret, déjà dans le financement des jeunes par exemple, on n'a pas eu de satisfaction. Dans le financement des femmes, il faut dire qu'avec la campagne qu'on a organisée tout récemment, ils ont juste donné avec 10 000 francs par femme ou 15 000 francs, mais il faut dire que c'est insignifiant. Donc encore une fois, pour dire que du point de vue économique, nous n'avons pas eu satisfaction par rapport au projet de l'État. Par exemple, pour ce qui concerne les levées des taxes concernant les hôtels. Bon. Il a proposé exonérer les hôtels de 10 ans, jusqu'à 10 ans, mais jusqu'à présent, bon, les autorités sont en train de traquer les hôtels pour qu'ils payent. Des efforts, Macky Sall en a fait en Casamance, selon cet homme. Oui, j'ai constaté ces réalisations en Ziguinchor. Par exemple, là où nous sommes d'abord, la voirie de la commune de Ziguinchor est en train d'être améliorée. Et cette année, je sais très bien qu'on va être loin de ces inondations dans la commune de Ziguinchor. Il y a la paix. Les gens vaquent à leurs besoins. Les gens sont en train de vaquer à leurs besoins tranquillement. Parce qu'en son temps, on ne peut pas défouler comme on veut maintenant. Cependant, les personnes à mobilité réduite restent perplexes. dañoo am problème ci carte bu mu waxoon léegi carte boobu ba léegi daal gisaguñ ci parce que man fi mu ne nii hôpital laa jóge nii léegi mais boo demee ba léegi boo yóbbee carte bi il faut nga fay ak yooyu loolu moo ñu jaaxal ci mbir bi daal. Si le chef de l'État Macky Sall a fait des efforts conséquents en Casamance dans le cadre de la paix et du développement, il reste encore des actes à poser. À Sédhiou, la déclaration du Premier ministre qui annonce avoir obtenu 20% de réalisation promis en Conseil des ministres il y a de cela 18 mois frustre les populations. Ces dernières contestent et déclarent que rien n'a été réalisé à Sédhiou, où la canalisation, les éclairages publics sont encore défectueux, le chômage criard. Quant aux infrastructures, elles sont quasi inexistantes. Bakary Konté. Le Premier ministre a annoncé 20% de réalisation à Sédhiou. Sur le terrain, les Sédhiouis se posent des questions et déclarent que les promesses ne sont pas toujours respectées par le gouvernement. Non, à notre niveau, nous, on ne sent pas les 20%. Nous disons 0% pour réalisation des projets qui ont livré au Sédhiou. On n'a rien vu de fait. À part le stade qui est vraiment en fondation, on n'a rien vu. À Sédhiou, il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de bonne route. Les jeunes sont là, il n'y a pas de travail. Les promesses données par les membres du gouvernement et le président Macky Sall, jusqu'à présent, on n'a rien vu. Ah oui, j'ai fait le même constat. Depuis lors, ça fait maintenant 1 an, je ne sais pas, 6 mois. Depuis cela, on n'a rien vu, on n'a absolument rien vu. Bon, on espère quand même, peut-être les fonds, c'est les fonds qui ne sont pas encore là, peut-être c'est ça. Bon, moi, à mon avis, vraiment, c'est désolant, quoi. La boucle d'Iboudjé n'est pas construite. Même constat dans la commune de Sédhiou. Les routes sont toujours impraticables. Pas de canalisation ni d'éclairage public. Jusqu'à présent, avec ce régime, on n'a rien vu par rapport à ça. Surtout l'infrastructure au niveau de la région, la commune même de Sédhiou, on ne voit rien, pratiquement rien, par rapport même la canalisation des routes, les infrastructures qu'on doit avancer, les blocs administratifs jusqu'à présent, à part le commissariat qu'ils ont mis en place. Par ce commissariat, on n'a rien vu jusqu'à présent comme travail. Même le stade régional qu'on a déjà promis. Les promesses étaient pour 1 an. Pour la mission du travail, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu par rapport à ça. Les populations réclament le démarrage des travaux dans les plus brefs délais et menacent de voter contre le parti au pouvoir pendant les prochaines élections législatives.
Retour à Dakar à l'occasion du Conseil des ministres décentralisé. Sachez que la RFM a délocalisé une de ses antennes au siège de la radio Oxygène de Pikine, une manière de s'approcher davantage des populations selon Alsan Samba Diop, le directeur de la radio que je vous propose d'écouter avec Salisso et Asmalik Diop. Cette fois-ci, avec le Conseil des ministres décentralisé, nous avons décidé de venir avec nos confrères d'Oxygène, d'essayer localement de faire des émissions sur place, de faire aussi des reportages pour que les populations de la banlieue se sentent beaucoup plus proches, non seulement de la radio d'Oxygène, et ensuite que les autorités puissent savoir exactement les difficultés que rencontrent les populations ici, et puisqu'elles disent qu'elles sont là pour travailler pour les populations, pour qu'elles puissent mettre de visu ce qui se passe ici, et s'il y a des erreurs qui sont faites par rapport à la répartition des choses, à la façon de faire, de pouvoir les régler. GFM chez vous, c'est pour bientôt, hein. On est en train de travailler sur le concept. Vous savez, en ce moment, on est pratiquement en période d'hivernage, et c'est pas évident de sortir avec des matériels pour aller faire des émissions, mais c'est dans le pipeline. Nous pensons que juste peut-être après l'hivernage, nous allons organiser GFM chez vous dans la banlieue, en partenariat avec aussi nos confrères d'Oxygène, pour encore toucher davantage les populations pendant toute une journée où les gens pourront venir participer à des émissions dédiées, et ça participe aussi à rapprocher davantage les décideurs des populations qui sont là. C'est notre raison d'être, c'est d'être à l'écoute des populations, répercuter leurs préoccupations, leurs doléances, pour que les gouvernants puissent prendre des mesures qu'ils doivent prendre pour corriger les erreurs qui sont faites. La société civile africaine francophone lance le concept « Mon vote doit compter ». Elle compte, à travers cette trouvaille, faire de l'élection d'un président de la République le droit de tout citoyen. Un séminaire de 2 jours a réuni de nombreux acteurs et défenseurs de droits de l'homme. La rencontre va permettre de dresser par ailleurs une feuille de route pour la promotion de la démocratie, avec comme principal atout une meilleure participation citoyenne. Compte rendu, Chartidiane John, Ababakar Kamara. Le Filimbi au Congo, le Ballet citoyen au Burkina Faso, Y'en a marre et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme au Sénégal, entre autres organisations de la société civile d'Afrique francophone, ne veulent plus être en reste dans les processus électoraux, selon eux, qui relèvent de l'action citoyenne. Vous savez que comment s'établissent les listes électorales sur lesquelles vous votez? Parce qu'il y a un recensement, parce qu'il y a un fichier électoral, parce qu'il y a des opérations de vote. Nous voulons être présents à toutes ces étapes et nous voulons être présents et actifs à toutes ces étapes. On demande à tous les gouvernements, à toutes les organisations internationales et à tous ceux qui organisent les élections d'intégrer la société civile à toutes ces étapes. Ça nous concerne, on a besoin et on a la volonté d'être là à ces moments. Selon les animateurs de ces organisations, toutes les forces des mouvements doivent être mises à contribution pendant les consultations pour l'approfondissement de la démocratie. On veut être là évidemment pendant les élections. On veut pouvoir accéder au bureau de vote, on veut pouvoir être présent, observer, éviter tout dérapage électoral. On veut pouvoir contrôler en toute transparence. Il doit en être fini des élections en catimini. Il faut que la société civile soit présente à ces étapes. La FIDH pense que la participation citoyenne passe inéluctablement par la formation et la sensibilisation. Mon vote doit compter. Mon vote doit compter, c'est une campagne qu'a lancée la FIDH, ses organisations membres, et qu'on rejoint un grand nombre d'organisations. On veut des institutions crédibles, démocratiques. Le temps est venu. La jeunesse se lève. Cette jeunesse a besoin de ne pas connaître uniquement un seul président dans sa vie. Et c'est non seulement un besoin, mais c'est surtout un droit. Après ce séminaire, les membres de l'organisation comptent mieux vulgariser la feuille de route pour redonner aux citoyens sa place dans la société. Et pour rester dans ce registre, sachez qu'hors de chez nous au Congo, la société civile ne déchante pas en ce qui concerne le retour de la démocratie et la tenue d'élections libres et transparentes. Selon les membres de l'organisation, le président Kabila finira bien par céder le pouvoir grâce à la forte mobilisation citoyenne. Et je vous propose d'écouter Dismas Kitenge. Il est membre de la société civile congolaise et ses propos sont recueillis par Adi Atala et Ababakar Kamara. Le pouvoir de Kabila n'est pas celui d'hier. De plus en plus, il donne les signes d'affaiblissement. Ces signes d'affaiblissement, c'est aussi les résultats de la mobilisation de la société civile et de la mobilisation populaire. Et voilà pourquoi on doit continuer davantage à l'affaiblir jusqu'à ce qu'il parte. Et nous avons l'espoir que ces régimes-là finira par partir grâce à la mobilisation
populaire. Voilà. Et puis un autre séminaire, il s'agit cette fois-ci de parlementaires, des pouvoirs publics, mais aussi des acteurs de la société civile qui étaient en classe pour une session d'apprentissage autour de la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. L'initiative va permettre aux concernés de pouvoir s'informer davantage sur l'exploitation des réserves découvertes au large des côtes sénégalaises récemment. Compte rendu de l'atelier, il est signé Maïmouna Ndiaye. L'exploitation du pétrole et du gaz, source de conflits dans beaucoup de pays d'Afrique. Des problèmes de sécurité qui finissent par plomber l'économie, les populations les grandes perdantes. Le Sénégal ne veut pas connaître ce même sort. Cela permet de faire ce que les autres pays n'ont pas fait peut-être de bon dans l'encadrement de ces découvertes de pétrole et de gaz. Ça nécessite de l'anticipation sur comment ces ressources vont être gérées. D'abord au niveau des contrats signés avec les entreprises qui doivent exploiter ces ressources, mais aussi dans le processus de gouvernance, qu'il y ait suffisamment de transparence. Anticiper, c'est aussi renforcer le cadre juridique, miser sur la formation et les ressources humaines. Il faut avoir un code pétrolier, un code minier attractif pour les investisseurs, mais aussi qui protège les intérêts nationaux. Avoir aussi de bons contrats, mais aussi à avoir quelque chose qui est très important, c'est les ressources humaines. Une gouvernance transparente, une gestion équitable, les défis à relever. Mais lorsque vous avez un pays où la question est discutée, les gens sont au courant de quelles sont les réserves qui existent, quel est le niveau de ressources, quel est le niveau de ressources qui est produit, où est-ce qu'on a affecté ces ressources, qu'est-ce qu'on en a fait. Je pense qu'il y a beaucoup de chances que les ressources soient développées, exploitées au service de l'économie du pays. C'est en fin 2015 et début 2016 que des découvertes importantes de pétrole et de gaz ont été officiellement annoncées au Sénégal. Des réserves estimées à 450 milliards de mètres cubes. La société civile dit suivre de près les procédures pour l'exploitation. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils vont bientôt pouvoir étraîner de nouveaux logements. Le campus social de Sannar vient d'être doté de 20 modules de logement d'une capacité d'accueil de 208 pensionnaires. Et ce n'est pas tout, parce qu'à terme, plus de 1096 lits seront disponibles. Un véritable ouf de soulagement pour ces étudiants lorsqu'on sait que seuls 3548 d'entre eux étaient logés sur un total de 12 000 pensionnaires. Amadou Fall Diallo est responsable de la division entretien et construction du CROUS. Pour les détails, nous l'écoutons au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Parce que ça nous permet de poser les premiers jalons de décongestionnement, sinon de réduction du gap du nombre d'étudiants qui se trouvent au niveau du campus social. Parce que tenez-vous bien, nos capacités jusqu'au niveau du village N se trouve être le 14e village, c'est de 3548 étudiants. Sur un disponible global pour toute l'université de près de 11 à 12 000 étudiants. Donc le gap est énorme. Ce qui nous a permis aujourd'hui de réaliser un premier plateau qui devra permettre d'héberger 208 étudiants. C'est un plateau de 20 modules et de 16 espacements, avec toutes les commodités nécessaires. Certainement, de concert avec la division de l'hébergement et les structures d'étudiants, on va apporter certaines améliorations liées en fait à renforcer le confort dans le cadre de l'existence des étudiants et de l'utilisation de ces modules. Remise du drapeau national au 4e contingent de la police. Plus de 100 agents vont quitter le territoire direction Gao dans le cadre de la MINUSMA, une résolution du Conseil des Nations Unies pour appuyer le processus de paix au Mali. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la police et l'autorité a tenu à appeler les agents à représenter dignement la nation et à aider le gouvernement malien à se conformer à l'état de droit. C'était en présence de Fatou Kinedem, compte rendu. 140 éléments de la police sénégalaise issus du 4e contingent de l'unité 2 formés pour une mission dans le cadre de la MINUSMA
Il s'agit de garder haut le flambeau une fois arrivé à Gao au Mali. Commissaires, officiers, sous-officiers, gradés de police du 4e contingent de la CNFP 2 de la MINUSMA, votre déploiement intervient au moment où les actions terroristes continuent à secouer les continents. Aucun pays n'est aujourd'hui à l'abri. En outre, il coïncide avec le moment où la ville de Gao, où vous serez déployé, vient de sortir de manifestations et a entraîné des pertes en vies humaines extrêmement prenantes. Un contexte difficile, mais des agents bien entraînés, le commandant de contingent rassure. Et des opérations de maintien de la paix, des risques, des menaces. Et donc c'est la formation qui permet de pouvoir, le cas échéant, y faire face. Pour faire face, il faut notamment faire preuve d'impartialité, de discipline accrue, de sang-froid et de discernement dans l'appréciation des règles d'engagement et d'action. Ainsi, votre dispositif d'alerte sera beaucoup plus performant du fait de l'anticipation et de la disponibilité opérationnelle permanente, adaptée aux différents scénarios qui sous-tendront les actions. Des actions qui entrent dans le cadre du respect du mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, protéger les civils, le personnel et les installations des Nations Unies. La devise de la police nationale rappelée dans l'honneur au service de la loi. L'actualité internationale à présent, c'est d'abord les affrontements interethniques en République démocratique du Congo qui se sont suivis par une dizaine de victimes, la mort de trois soldats français en Libye et la population d'éléphants d'Afrique menacée par le Vietnam. Le récit est signé Daniel Diouf. Week-end meurtrier en RDC. 10 morts dans des affrontements lundi à l'est de la République démocratique. Des tensions communautaires dans la partie orientale du pays. Selon certains témoignages, les combats ont duré 1 heure environ. Ce sont des membres de la tribu Hutu qui ont affronté les Nandais, tuant 6 d'entre eux et brûlant 8 de leurs maisons. Les Nandais ont à leur tour éliminé 4 Hutus. Les forces armées sur les lieux n'ont pu empêcher le déferlement de violence des deux camps. La France a annoncé ce mercredi la mort en Libye de 3 de ses soldats. Il s'agit de 3 sous-officiers, précise le ministère français de la Défense dans un communiqué. Les militaires sont décédés en service commandé. Aucun détail sur les circonstances de leur mort, mais les autorités libyennes précisent qu'ils ont péri dans le crash d'un hélicoptère à Benghazi, une ville située dans l'est de la Libye. L'hélicoptère a été la cible des tirs d'une milice islamiste, selon le gouvernement libyen. Et puis cette alerte de Save the Elephants dans un rapport publié mardi, l'organisation tire la sonnette d'alarme sur les ravages du commerce illicite d'ivoire en Asie, le Vietnam considéré comme un marché devenu une grande menace pour la population d'éléphants d'Afrique. Les spécialistes expliquent le développement de l'activité de braconnage par l'absence de loi contre ce phénomène au Vietnam et une main-d'œuvre beaucoup moins chère. Pour lutter contre ce fléau, les écologistes réclament plus de mesures juridiques, mais également un renforcement de la coopération au niveau des frontières. Et après un tour d'horizon de l'actualité internationale, l'actualité sportive, sachez que les 2 athlètes sénégalais Ami Sène et Amadou Ndiaye seront mis dans d'excellentes conditions de performance à Rio. C'est une assurance du président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. La spécialiste du lancer du marteau apprécie les efforts fournis par l'État. La Fédération sénégalaise d'athlétisme faisait face à la presse. Modoufal et Léa Niafona pour le compte-rendu. 25 athlètes sénégalais invités à participer aux Jeux olympiques de Rio 2016, dont 2 seulement pour la Fédération d'athlétisme. 2 postes qui reviennent à la championne d'Afrique en marteau et au vice-champion d'Afrique de 400 mètres. De la solidarité olympique, d'abord encore, c'est les 2 qui ont eu des médailles au championnat d'Afrique, champion d'Afrique et vice-champion d'Afrique. Donc, logiquement, je ne vois pas une autre personne qui pourra peut-être bénéficier de la participation aux Jeux olympiques. Donc, raison pour laquelle le bureau fédéral, la fédération a décidé de pouvoir les amener aux Jeux olympiques. D'abord pour l'objectif, elle est à sa 2e participation. Je crois qu'elle sait ce qui va l'attendre là-bas. Elle a son objectif personnel par rapport à ces Jeux. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, elle doit maintenant penser
à être accompagnés pour entrer dans la cour des grands. Pour cette fois, les athlètes seront mis dans d'excellentes conditions puisque l'État a revu à la hausse le budget de préparation et de participation des athlètes sénégalais au Brésil. 400 millions, avec même l'équipe de football qui était là. Aujourd'hui, nous avons 800 millions. Là, il n'y a pas de doute que les gens seraient dans les meilleures conditions possibles vraiment pour participer à ces championnats, à ces Jeux olympiques. Amy Sène, la championne d'Afrique en marteau, se fixe déjà comme objectif d'accéder en finale. Vraiment très contente de pouvoir participer à mes deuxièmes Olympiades. Après, j'ai profité de l'expérience de mes premiers Jeux olympiques pour être plus performante à Rio. C'est vrai que la première Olympiade, c'était une grande découverte. Aujourd'hui, maintenant, je sais ce que c'est, j'ai de l'expérience et je vais aborder la compétition complètement différemment pour intégrer une finale olympique. La Fédération d'athlétisme a procédé à la remise des chèques aux deux athlètes. Amy Sène et Amadou Ndiaye pourront regagner le Brésil en toute quiétude. 1776 cas de viol en 6 mois, dont 500 dans le seul département de Pikine. L'association des juristes sénégalaises tire la sonnette d'alarme. Selon l'AJS, il est plus que temps de mettre un terme à ces viols, souvent suivis de meurtres. Les violences sont constatées sur des enfants de bas âge et mettent en exergue la difficulté d'en dénoncer les auteurs, mais aussi et surtout le manque de protection des jeunes filles. C'est le dossier du jour. Il est signé Fatou Kinedem et Mardian. La victime est mieux placée pour en parler. Cela peut gâcher une vie. Il s'agit de viol, un acte délictuel. Je pense que ceux qui commettent les viols ne sont pas lucides. Comment peuvent-ils commettre de tels actes? Le nombre inquiète. 1776 victimes en 6 mois, dont 516 cas d'inceste. L'association des juristes sénégalaises dénombre 500 filles victimes de viols dans le département de Pikine, en majorité des enfants. Rien qu'en 2015. Ce qu'on a constaté, ce n'est pas uniquement des cas de viol simples. C'est des viols avec violence, si je peux m'exprimer ainsi. C'est des viols qui entraînent des blessures. C'est des viols qui entraînent en tout cas un massacre, si j'ose dire. Parce que, et surtout ce qu'on a constaté aussi, c'est des viols sur des enfants de très bas âge. L'environnement socio-culturel facilite-t-il le viol au Sénégal? La culture, les théâtres, la danse, même les conversations entre personnes, tout est ramené au sexe. Au Sénégal, maintenant, toutes les relations sont soit monétarisées, soit sexualisées. Un autre aspect à tenir en compte. Le sexe, quand même, fait partie de notre environnement depuis l'époque freudienne, qui nous apprend qu'il y a plusieurs façons d'assimiler le sexe. Alors, il y a des personnes qui ont raté leur passage sexuel. Alors, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de préséance envers les filles. Ils ont des problèmes pour aborder des femmes. Ils ont des problèmes pour entretenir une relation normale avec une femme. Ce qui se traduit donc par un comportement déviant. Et ce comportement déviant-là se caractérise par le viol. Une fois la victime n'est plus la même, puisqu'atteinte psychologiquement. Ce sont des personnes qui ne peuvent plus dormir, qui tremblent, qui ont peur, qui se mettent à sursauter, ou bien qui se trouvent sales. Donc, c'est des personnes, même chez les enfants, c'est un des signes importants qui doivent attirer l'attention, qui se lavent tout le temps ou qui lavent tout le temps une partie de leur corps. Et si c'est des enfants plus jeunes, on peut avoir des terreurs nocturnes, des cauchemars. Elles se réveillent en plein sommeil, elles crient, ou bien se plaignent de maux de ventre, ou bien se plaignent de maux de tête. Des auteurs rarement dénoncés. Un tabou à briser pour éradiquer ce mal. L'auteur qui commet un viol, s'il n'est pas dénoncé, il ne peut pas être condamné. Le constat qui a été fait par l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la question, c'est que les auteurs de viol sont des personnes proches de la victime. On refuse que le masla, la sutura, prenne le dessus sur l'acte lui-même. Traduire en justice, c'est bien. Mais protéger les filles, c'est encore mieux. Les derniers cas que nous avons vus, des petites filles ont été violées dans des lieux relativement isolés.
Je prends l'exemple de la petite fille bonne de 13 ans, 14 ans, qui avait quitté le domicile où elle faisait son travail de domestique pour rejoindre ses ailes. C'est la cité des Filao qu'on dit. Elle a traversé seule cette cité des Filao qui est relativement déserte, qui n'a aucune sécurité. Donc je dis, elle a manqué de protection. Et c'est là où elle a été attaquée, violée, ligotée et laissée là-bas pendant des heures. 3600 cas enregistrés en 2015 au niveau national. La solution, punir sévèrement les auteurs de ces actes. Fatou Kinedem, merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, Mahamadou Ibrakan reçoit le docteur Bakary Samb, enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université. Bonsoir.